Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le vice-président Temoko Melet Kone est arrivé à Accra ce vendredi. Il a été reçu par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ils ont évoqué le sommet baptisé Dialogue sur la prospérité en Afrique. Le vice-président ivoirien était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, et il va le représenter au sommet qui s'ouvre demain. Le président de l'Assemblée nationale est aussi en mission à l'extérieur. Adama Bictogo conduit une délégation de députés à Bruxelles. C'est sa première visite de travail au Parlement européen depuis son élection à la tête de l'hémicycle en juin 2022. Il a eu plusieurs rencontres au siège de l'institution. L'actualité, c'est aussi la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire. Fini la phase de poule, place au jeu pour les huitièmes de finale qui débute demain avec deux chocs, Cameroun-Nigeria. Et avant cela, on s'intéresse à la VAR, l'arbitrage vidéo utilisé depuis 2019 à la CAN en Égypte. Mais comment la VAR fonctionne? Élément de réponse dans ce 20h. Et la Cour internationale de justice vient de rendre sa décision après la saisine de l'Afrique du Sud sur la guerre qui sévit au Proche-Orient. La plus haute juridiction de l'ONU demande à Israël de faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Fini les phases de poule de la CAN. Le jeu reprend demain samedi et la Côte d'Ivoire, pays hôte, souhaite l'Aquaba à tous. Avant la CAN de l'hospitalité, je vous propose d'évoquer le déplacement du vice-président Temoko Melet Kone à Accra. Arrivé ce vendredi, il a été reçu par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ils ont évoqué le sommet baptisé Dialogue sur la prospérité en Afrique. Le vice-président ivoirien était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, et il va le représenter au sommet qui s'ouvre demain samedi. Mahama Traoré. Sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Kotoka d'Accra, Temoko Melet Kone reçoit les honneurs militaires dus à son rang à sa descente d'avion. Le vice-président de la République est en terre ghanéenne pour une visite de travail de 48 heures. Motif principal, représenter le président Alassane Ouattara à l'édition 2024 du sommet présidentiel sur les dialogues sur la prospérité en Afrique qui se tiendra ce samedi dans la capitale ghanéenne. Avant de prendre ses quartiers à Accra, direction Jubilee House, dénomination du palais présidentiel du Ghana où l'attend le président Nana Akufo-Addo. Les premiers échanges sont des mots de gratitude à l'égard du chef de l'État ghanéen de la part de son homologue ivoirien. Je commencerai, Monsieur le Président, par vous transmettre les chaleureuses salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre frère, qui récemment vous a vu à ses côtés à la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 à Abidjan et m'a demandé de continuer de vous remercier pour ce geste fraternel auquel il a attaché beaucoup d'importance et qui lui a apporté beaucoup de réconfort. Temoko Melet Kone poursuit en décrivant l'importance qu'accorde le président Alassane Ouattara à ces dialogues sur la prospérité en Afrique. Ce sommet important sur l'avenir de l'Afrique est un sommet auquel il aurait bien voulu assister. Et n'ayant pas pu le faire, il souhaite que les résultats soient à la hauteur de ce que nous espérons tous, que ce soit une Afrique qui avance, que ce soit une Afrique qui se développe, et que les échanges entre les Africains s'intensifient et que les résultats auxquels nous attendons soient aussi au niveau de nos espérances. Les dialogues sur la prospérité en Afrique sont à leur deuxième édition. Ces assises visent à plancher sur l'amélioration des échanges commerciaux entre les États africains. L'édition 2024 verra la remise d'une distinction au président Alassane Ouattara.
Et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est aussi en mission à l'extérieur. Adama Bictogo conduit une délégation de députés à Bruxelles. C'est sa première visite de travail au Parlement européen depuis son élection à la tête de l'hémicycle en juin 2022. Et il a eu plusieurs rencontres au siège de l'institution à Bruxelles. Michel Digré, Ulrich Adongon sont nos envoyés spéciaux. C'est une délégation de députés issus du RHDP, du PDCI, RDA et du PPAC, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, qui effectue cette visite de travail au Parlement européen à Bruxelles. La porte d'entrée de cette mission est la rencontre avec Otmar Karas, premier vice-président du Parlement européen. C'est un plaisir pour moi de rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation. Je pense que nous devons renforcer notre coopération car les enjeux sur la table sont les mêmes en Europe qu'en Afrique. Ce sont des problématiques et nous devons ensemble les comprendre pour mieux coopérer. L'Afrique est un grand partenaire de l'Union européenne. L'Afrique est notre voisin naturel et je suis fier de rencontrer des représentants de ce continent au Parlement européen. Ensemble, nous sommes convenus de ce que la coopération doit porter sur des secteurs ciblés. La gestion du dérèglement climatique. Et nous avons pris par exemple la production du cacao. Alors que la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de cacao, il serait bon qu'en même temps une politique de reboisement soit donc engagée. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une convention en ce moment avec la Côte d'Ivoire. La gestion de l'immigration. La seule façon de juguler l'immigration, c'est de contenir nos jeunes. Et comme l'immigration est aujourd'hui une grande préoccupation pour l'Union européenne, nous sommes convenus de ce qu'une rencontre pourrait avoir lieu entre donc nos parlements, une fois par an, Parlement africain, parce que les problèmes sont similaires, mais de façon spécifique, la Côte d'Ivoire souhaiterait donc une fois par an avoir donc des échanges avec le Parlement européen à l'effet donc de cibler les préoccupations qui pourraient donc aider à résoudre donc nos problèmes. Au cours des échanges qu'il a eus avec la directrice en charge des parlements nationaux et quelques députés européens, Adama Bictogo est revenu sur la nécessité de faire évoluer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Parlement européen. La Côte d'Ivoire croit au partenariat, parce que nonobstant ces différentes crises que traverse le monde aujourd'hui, on n'a pas le droit de se replier sur nous-mêmes. Au contraire, je crois que nous sommes condamnés à une conjugaison de nos efforts, à une communauté de destin. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. C'est pour cela que nous croyons à un partenariat. Mais ce partenariat doit prendre en compte les préoccupations de nos populations. Au terme de cette journée de travail, Adama Bictogo a été reçu par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Une audience au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoqués. Il s'agit en outre des performances économiques de la Côte d'Ivoire, l'insertion professionnelle des jeunes, l'autonomisation des femmes et leur représentativité dans les assemblées élues. L'actualité, c'est aussi la CAN de l'hospitalité qui se joue dans notre pays. Fini la phase de poule, place au jeu pour le 8e de finale. Voilà, après les matchs de phase de poule, le jeu reprend demain samedi avec 2 rencontres Cameroun, Nigeria, Namibie, Angola. Et le lendemain, dimanche 28 janvier, on aura le choc des 2 Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry et également l'Égypte qui sera opposée à la R de Congo. La Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontera le lundi 29 janvier le Sénégal. Le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports était aux côtés de l'équipe nationale de football de son pays, qui est logée à Korogo, et il a échangé avec le ministre-gouverneur du district des Savanes. Ils ont évoqué notamment les stages pour les jeunes. Le ministre tunisien a félicité la Côte d'Ivoire, notre pays, pour la bonne organisation de cette compétition. Konaté Moussa. Il est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN 2023. Le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu avec le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Les 2 personnalités ont échangé sur divers sujets de collaboration, notamment des actions en faveur des jeunes. Et on a parlé de la possibilité de partenariat entre la Tunisie
et la Côte d'Ivoire. Par rapport à la jeunesse, par rapport au sport, et on fera de sorte que le sport soit le levier d'un partenariat durable entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le ministre tunisien s'est surtout félicité de la parfaite organisation de la compétition sportive africaine en terre ivoirienne. Je voudrais féliciter le gouvernement ivoirien pour le chaleureux accueil, pas uniquement pour ma propre personne, mais aussi par rapport à l'équipe tunisienne. Pour rappel, la Tunisie, pays participant à la CAN 2023, était logée à Kourougou, la capitale du Pourou. Et l'autre particularité de cette compétition et qui vous plaît bien sûr, c'est la création des villages CAN, villages créés pour accueillir les communautés étrangères en vue de leur permettre de suivre les différents matchs. Et dans ces villages CAN, la gastronomie ivoirienne est bien en place dans les assiettes. On y retrouve une variété de mets présentés aux délégations qui fréquentent les fan zones. Frédéric Ola et Didier Nguessan. Sur les stades, la Coupe d'Afrique des Nations continue de retenir l'attention des Africains et bien plus. Pour cette 34e édition qu'organise la Côte d'Ivoire, la fête du ballon rond est également une opportunité d'affaires dans les villages CAN. Ces villages gastronomiques qui sont mis sur place nous permettent d'avoir toutes les communautés de la CEDEAO et toutes les communautés de l'Afrique de façon générale. Et vous constaterez que je suis là aujourd'hui avec le handicap de Madame le maire et aussi avec des Rwandais et des Burkinabés qui sont venus nous soutenir. Et tout ça pour la beauté de la CAN. Au village gastronomique de Makori, Miss Cissé met tout en œuvre pour offrir des mets succulents à sa clientèle. Outre les grillades et les poissons braisés accompagnés d'atiké, elle propose également d'autres menus africains. Ici, nous vendons l'agouti, biche, chat de brousse, c'est-à-dire l'agouti on fait en sauté, on fait en soupe, on fait en braisé. Pareil pour le chat de brousse. Le placali, mets ivoirien, est aussi cuisiné dans ces fan zones qui accueillent de nombreux supporters. Nous proposons de soupe de mouton avec atiké ou du riz, avec du placali. Nous recevons assez de clients. 19h, 20h. Ici, les heures de grande affluence sont les rencontres entre les sélections. Les chiffres d'affaires grimpent lors des matchs de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire joue là, c'est gâté, parce que là, ça marche. Tout le monde mange quelque chose, tout le monde boit quelque chose. Les gens viennent de partout. Nous venons aux environs de midi, mais d'ici ils vont dire 14h, déjà il y a du monde. Autre village, autre spécialité culinaire. Le village Akwaba de Port-Boué. Ici, le menu est varié. Ça marche, il y a l'ambiance. Les communautés qui font la promotion de leurs mets d'abord, des mets qui sont un peu différents de ce qu'on voit dans d'autres villages. Il y a le dokounou qui est fait par les Béninois. Ici, on a le tchèp qui est fait par la communauté sénégalaise. Et il y a un peu de ces différentes communautés qui font un peu la présentation de leurs mets. Ces repas concoctés dans ces villages ne laissent pas indifférents les consommateurs. Moi, je ne savais pas qu'à Port-Boué, il y avait une dame qui préparait assez bien la bolo. C'est vrai que j'aime pas, mais depuis que j'ai découvert ce village-là, je suis là. Et à chaque fois que je mange ça. Sur ce site de fan zone à Anyama, les restauratrices se frottent les mains. Oui, il y a satisfaction de clientèle parce que tout le monde vient, il y a des concerts qui se font chaque soir. Pour les initiateurs, ces villages visent à faire découvrir la diversité de la gastronomie ivoirienne aux étrangers. On a un peu de tout. On démarre avec les mets ivoiriens. Vous connaissez, si tu n'as pas mangé gaba, tu n'as pas mangé placali, tu n'as pas mangé tout ce qu'il faut, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pour montrer que la Côte d'Ivoire est chaleureuse. Ces villages aquabas sont aussi fréquentés par les délégations des autres pays venus soutenir les équipes nationales. Voilà, les villages CAN sont donc des lieux à visiter et n'hésitez surtout pas à vous rendre au village CAN de la RTI qui, je rappelle, est logé au Palais de la Culture de Trècheville. Voilà, l'affiche des qualifiés pour le second tour est connue depuis mercredi et après la phase de poule, place maintenant au jeu pour les 8e de finale qui débutent demain. Avant cela, je vous propose d'évoquer le sujet de la VAR, l'arbitrage vidéo qui s'est invité dans la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2019 en Égypte. Et
et c'était à partir des quarts de finale. Mais comment cela fonctionne au juste? Quelle est l'utilité de la VAR dans un match? Notez que la VAR, selon les spécialistes, permet de réduire les erreurs d'arbitrage et alors que les 16 équipes qualifiées se préparent à aborder les huitièmes de finale, les arbitres, eux, s'entraînent aussi bien physiquement qu'avec l'assistance vidéo ou la VAR. Et pour la CAF, il faut connaître l'usage pour mieux comprendre les décisions des arbitres. Plus de 6 000 nouveaux fonctionnaires ont reçu leur attestation de fin de formation. Ils ont été formés sur les techniques administratives et les finances publiques. Leur programme de formation s'est déroulé du 11 septembre au 16 décembre dernier sur plusieurs sites. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de la ministre d'État Anne-Désirée Oloto. Reportage signé Grace Kando. 6 199 futurs fonctionnaires sur les 6 439 admis au concours administratif de la session 2022, soit un taux de participation de 96,27%, reçoivent leur attestation de fin de formation. L'objectif est de permettre à ces nouveaux fonctionnaires d'acquérir les principes de base du fonctionnement des services publics. Les auditeurs, les formateurs ont salué votre participation active, votre esprit d'équipe et votre volonté constante de repousser les limites. Vous avez créé une communauté d'apprentissage dynamique où chaque voix a contribué à façonner l'expérience collective. Ces nouveaux animateurs du service public ont été formés notamment sur la rédaction administrative, le management des administrations, la déontologie de la fonction publique et les finances publiques. Je tiens à exprimer mon infinie gratitude à l'endroit de nos formateurs pour la qualité et la densité de leurs enseignements, leur professionnalisme et l'expérience partagée de façon généreuse constitueront pour nous une véritable boussole, un socle inoxydable dans notre marche quotidienne dans cette administration. Le travail bien fait, la culture de l'excellence et la reconnaissance du mérite, autant de valeurs que la ministre d'État Anne-Désirée Oloto invite les nouveaux fonctionnaires à cultiver. Votre entrée dans l'administration publique vous invite à la responsabilité, à l'intégrité et à l'efficacité. Cela implique que vous continuiez à apprendre, à vous ouvrir en permanence à la culture, à travailler encore et encore, toujours de façon active, dans la dignité et l'intégrité, pour pouvoir servir efficacement la République, pour mériter de la confiance de la hiérarchie et pour franchir les paliers successifs de la responsabilité. L'innovation majeure cette année au niveau de la formation a été l'introduction du module culture civique. Repos! Garde à vous! Ils sont aussi prêts au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre Adama Diawara vient justement de faire le point de son département et de tracer les sillons pour 2024. Il a énuméré les acquis au nombre desquels la construction de plusieurs infrastructures universitaires, la promulgation de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et l'ouverture de l'université de Bondoukou. C'est Sephora Zegui pour le reportage. Entre réformes, construction d'infrastructures et promulgation de lois relatives à l'enseignement supérieur, on peut dire que 2023 a été une année positive pour le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Les réformes, notre sous-secteur en a connu beaucoup. D'abord, la matrice des réformes, c'est la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, qui a été promulguée en mai 2023. Il y a eu le décret de création des écoles doctorales, le décret de création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face aux différents acteurs de son ministère, le professeur Adama Diawara est revenu sur la pléthore d'infrastructures universitaires qui ont ouvert leurs portes en 2023. En termes de réalisation d'infrastructures, il y en a eu beaucoup. La première, c'est la réalisation de la phase 1 de l'université de Bondoukou, qui a donc ouvert ses portes avec la première cohorte d'étudiants. Il y a l'achèvement de la phase 1 de l'université de San Pedro. Et ensuite, il y a les projets d'investissement public qui ont conduit à l'extension des universités anciennes.
Et également, nous avons un certain nombre de projets qui ont été financés soit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le CDD, soit dans le cadre du prêt souverain. Concernant les transferts sociaux, le nombre d'aides financières apportées aux étudiants de Côte d'Ivoire s'est accru. Il y a 85 644 bourses et secours financiers Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire qui ont été attribués aux étudiants. Il y a eu également cette bibliothèque numérique qui porte le nom du chef de l'État. Une bibliothèque numérique qui permet aux étudiants d'avoir accès à 96 000 ouvrages numériques. Et cela part du niveau licence 1 jusqu'au niveau doctorat. Si l'année académique 2023 a tenu toutes ses promesses, 2024 promet d'élargir les actions avec une plus-value. À côté de l'enseignement supérieur, il y a également la recherche et l'innovation. À ce niveau également, le professeur Adama Diawara promet travailler de sorte à ce que ce sous-secteur prenne son envol. Et ça promet aussi au niveau des douanes ivoiriennes qui ont décidé de se réinventer. Mais pour quels enjeux? Elles veulent prendre toute leur place dans un environnement qui évolue aussi rapidement. Les douanes ivoiriennes veulent continuer à jouer leur rôle de facilitation du commerce mondial, de collecte des recettes publiques et de sécurité. Le directeur général Pierre-Alphonse Dahl lance un appel stratégique à l'action. Lansine Bakayoko pour les détails. Approfondir les relations établies afin de garantir qu'elles restent solides, pertinentes et mutuellement bénéfiques. Mais également développer de nouveaux liens avec un éventail plus large de partenaires, notamment avec les institutions financières, les organisations environnementales et les instituts universitaires. C'est la nouvelle orientation des administrations douanières mondiales. Sur cette approche novatrice, les douanes ivoiriennes ont une convergence de vues avec la communauté internationale. Le partenariat riche et diversifié que nous cultivons, nos réformes en matière de digitalisation, le recours constant à l'analyse des données et l'intégration en cours de l'intelligence artificielle dans notre système de gestion des risques sont autant d'éléments qui traduisent cette convergence. Le défi, c'est de s'assurer que tous les partenariats sont en adéquation avec les valeurs des douanes et que les avantages qui devraient en découler sont clairement identifiés. Chaque partenariat devrait ainsi faire l'objet d'une évaluation rigoureuse, par exemple quant à ses résultats en termes de facilitation des échanges, de sécurité aux frontières, de résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale en ligne avec les objectifs fixés. Dans cette dynamique, j'encourage tous les agents des douanes à plus d'engagement et de détermination dans la réalisation de nos missions, gage de l'édification d'une douane leader au service de la compétitivité économique de notre nation. Conformément à la tradition, à l'occasion de la Journée internationale des douanes, des certificats de mérite ont été décernés aux partenaires qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel pour la réalisation des objectifs. Nous accueillons ces distinctions avec beaucoup de satisfaction et c'est également un engagement pour nous désormais de continuer à soutenir, à conseiller la douane ivoirienne dans toutes ces procédures de passation et être cet élément qui va leur permettre quand même de booster leur politique d'acquisition de matériel, de mobilier pour le défi qui est le leur. Pour l'exercice budgétaire 2024, les objectifs de mobilisation des recettes fixés aux douanes ivoiriennes s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA. Je vous conduis à présent dans la région de Gbeke où plus de 300 participants institutionnels et investisseurs prennent part au forum économique dénommé Invest in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire précisément à Bouaké. C'est une initiative des autorités municipales en collaboration avec le CPC, Centre de promotion des investissements, et le comité de concertation État-secteur privé. Et à cette occasion, des partenariats ont été tissés, comme nous le rapportent Guénéma Ouattara et Soro Corona. Bouaké, vitrine de la région de Gbeke pour 48 heures dans le cadre du forum d'affaires Invest in Bouaké. Forum économique et industriel initié par la municipalité en collaboration avec le CPC en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du football 2023. Un cadre d'échange qui vise à promouvoir les potentialités économiques, les projets et opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires de la commune de Bouaké. À cette occasion, plusieurs conventions, contrats et accords d'accord sont signés dans divers domaines. Le maire a une vision très claire. Il veut faire de Bouaké la ville où il faut vivre, la
la ville où il y a un capital humain, des écoles intéressantes pour que quand les opérateurs économiques s'installent, qu'il y ait les infrastructures sociales et éducatives et les routes bien sûr économiques pour que ces investisseurs puissent se retrouver. Bouaké veut se positionner comme la ville écologique ivoirienne. Des projets verts sont attendus les jours à venir. On va travailler sur des projets liés à la mobilité. Par exemple, créer des pistes cyclables, mettre des vélos électriques en libre service et puis aussi faire de l'aménagement. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est former le capital humain sur tout ce qui est initiative verte, en l'occurrence les emplois verts, et surtout sur la conduite du changement. On est des spécialistes dans la moto électrique et on a la chance de pouvoir accompagner la ville de Bouaké dans le déploiement de leurs ambitions en mobilité verte. Dans la perspective de faire de Bouaké une ville industrielle, un point d'honneur est mis sur la filière de l'industrie du textile. Le conseil du coton et de l'anacate, acteur clé de la filière, s'engage aux côtés de la mairie en vue de la relance de l'industrie du textile et de l'habillement à Bouaké. Ça va mettre Bouaké au cœur, du textile en Côte d'Ivoire, mais surtout aussi en Afrique. C'est une chaîne intégrée que nous avons l'ambition donc de créer et cette chaîne va certainement générer de nombreux emplois. Un engagement qui réjouit les investisseurs. Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent. Et puis le peuple ivoirien connaît bosser dans le travail. Bouaké, elle est bien placée, elle est au centre de Côte d'Ivoire. C'est un bon carrefour. Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA qui seront investis dans la réalisation des projets prioritaires sur la période 2023-2028. La relance de l'industrie du textile et de l'habillement va engendrer 30 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects à Bouaké. Voilà donc la Côte d'Ivoire, une destination qui attire bien d'investisseurs. Le projet Afrique Écolo, initié et développé par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, a été expliqué ce vendredi. C'était lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Le projet est dénommé donc autour du thème « Agissons ensemble pour réduire l'empreinte carbone ». Explication détaillée avec Juliette Ouya. L'initiative africaine de décarbonation et de compensation volontaire de carbone, ou Afrique Écolo, est un projet novateur visant à promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement lors des grands événements africains, dont la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la FIPME, veut ainsi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ses membres ont pris part et présenté le projet à la COP28, conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous voulons, par une étude technique que nous sommes en train de mener, évaluer l'impact carbone que l'organisation de la CAN va générer. Une fois qu'on sera situé sur la quantité d'émissions de CO2 qui a été générée, nous allons maintenant en aval mettre en place un plan d'action de sorte que à la fin, on se retrouve à zéro émission de CO2. L'activité de l'environnement qui est menée pendant la CAN, c'est une grande opportunité de sensibilisation. Abidjan, Anyama, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, 6 villes retenues pour sensibiliser les populations de Côte d'Ivoire. Le projet Afrique Écolo bénéficie du soutien du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. On est engagé d'ici 2030 à réduire d'au moins 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre et à amener les Ivoiriens à s'adapter au changement climatique. Le projet Afrique Écolo se déroule de janvier à décembre 2024 et suscite sa compensation volontaire par les 24 pays participant à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, et on parle aussi cohésion sociale dans ce 20h. Voyons le bilan des activités 2023 de la médiature. Également, le représentant du médiateur de la République à Séguéla dévoile tout ce bilan pour nous. Reportage signé Guénéma Ouattara Chaltatou. Règlement de conflit à la délégation régionale de la médiature de la République dans le Ourodougou et le Béré. 40 dossiers de réclamation enregistrés au cours de l'année 2023, dont 20 requêtes sur le conflit agriculteur-éleveur. Tel est le bilan des activités du médiateur délégué des régions du Ourodougou et du Béré.
Un bilan jugé positif par Sorodo Siele qui dévoile ses priorités pour l'année 2024. C'était à l'occasion des premiers travaux des membres du comité de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale au titre de l'année en cours. Nous allons poursuivre la sensibilisation et l'information sur notre institution. Nous allons aller dans les localités pour expliquer les missions et le rôle du médiateur de la République. Poursuivre la sensibilisation au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la promotion de la paix. Le représentant du préfet de Séguéla et les participants saluent l'engagement du médiateur délégué et s'engagent à l'accompagner dans sa mission. Je voudrais à cette occasion et au nom de M. le préfet saluer son dynamisme, saluer sa proximité dans la sensibilisation des populations à la paix. Grâce à votre collaboration avec le corps préfectoral, nous avons pu obtenir la signature de la charte d'engagement à la paix pour des élections paisibles ici dans le Ourodougou et même dans le Béri. Nous tenons à l'aider dans sa tâche parce que la cohésion sociale, chère au président de la République, nous devons faire bouchée double pour que cela puisse avoir lieu dans tout le pays. Il faut que le délégué s'implique et qu'il appelle tous les cadres à mettre la main pour que la région va de l'avant. Cette rencontre a été une occasion pour les membres du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale de présenter leurs vœux de nouvel an aux représentants du médiateur de la République, Adama Tounkara, dans les régions du Ourodougou et du Béri. Voilà, le district autonome du Goy-Ibois prône aussi la paix, la cohésion sociale. La commune de Cocody a abrité justement cette semaine une cérémonie de remise officielle du rapport définitif de l'étude stratégique sur l'identification des leviers de la consolidation de la cohésion sociale dans le district autonome du Goy-Ibois. Et notez que ce rapport a été produit par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Régis. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, remet officiellement au ministre-gouverneur Dakouri Tablé le résultat des études stratégiques de l'identification des leviers de cohésion sociale du district autonome du Goy-Ibois. Nous sortons donc de ce rapport avec des recommandations, des propositions qui tournent autour donc de l'inclusion des populations, c'est-à-dire la prise de décision. Il faut faire en sorte que les populations soient concernées, que les populations aient également leur mot à dire dans la prise de décision. Il faut également renforcer la cohésion à travers des activités socioculturelles qui permettent aux populations de se retrouver, de pouvoir échanger, mais également de renforcer également cette cohésion sociale-là. Un document fondamental qui, selon le ministre-gouverneur du Goy-Ibois, permettra de déployer des actions appropriées pour la consolidation de la cohésion sociale. Le district du Goy-Ibois est un district où la majorité est BT et Dida. Mais ça, ce sont les populations du cru. Là-dessus, s'est ajoutée une grande population diversifiée. Et ça crée quelques remous pour faire de l'euphémisme, mais ces remous-là peuvent gêner l'investissement. Donc il était bon qu'on mette un zoom dessus pour bien regarder et trouver les moyens pour calmer ça et faire enfin venir les investisseurs pour répondre au désir du chef de l'État qui a créé ce district. Cette étude menée sur la cohésion sociale fait partie des 3 études initiées par le district. Les 2 autres portent sur l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement du territoire et l'élaboration d'un guide des atouts touristiques, culturels et économiques. Dans la Maraoué, on prône aussi la paix, la cohésion sociale. Le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro, vient justement d'échanger avec les populations au menu le développement, la paix, l'entente, la cohésion sociale. Charles Tato pour le reportage. Ce dîner organisé à Boisflé se veut une rencontre fraternelle et de retrouvailles, au cours de laquelle Epiphane Zorobi
président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, par ailleurs président du Conseil régional de la Marawe, communie avec l'ensemble de la population de sa région. Une population représentée à cette cérémonie par le corps préfectoral, les élus et cadres, les chefs traditionnels et les directeurs et chefs de services venus des différentes localités administratives qui composent la Marawe. Ces différents représentants de la population et le président du conseil régional de la Marawe ont mis à profit ce moment de partage de repas et de communion, réaffirmant leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour la promotion d'un des fils de la Marawe et les actions de développement connues qui donnent fière allure à leur région. Nous disons merci à son Excellence le Président de la République. Nous sommes les plus heureux depuis l'arrivée de notre fils Zorobi dans la région comme leader. Ça n'a qu'à améliorer la situation des chefs traditionnels. Nous sommes toujours avec vous. Le défi que nous avons à gérer, c'est de maintenir cette fraternité, cette cohésion, en dépit de ce qui pourrait sembler comme vicissitude en cours pendant le parcours. La population nous regarde, la Marawe nous regarde. C'est un idéal qui nous a unis. Maintenons la flamme de cet idéal. Le nouveau président du conseil régional de la Marawe n'a pas que offert un dîner à la population. Il a aussi offert gracieusement un concert à la jeunesse avec pour animateur principal l'un des célèbres artistes musiciens ivoiriens, Frédéric Ewimewe, qui a gratifié le public de ses belles prestations. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du ministère des Transports. Dans le cadre des mesures urgentes visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 et conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 d'étendre la vidéo-verbalisation aux axes routiers, interurbains, accidentogènes, le ministre des Transports informe les populations que la vidéo-verbalisation est active depuis le 10 janvier 2024 sur l'autoroute du Nord à travers la mise en service effective du contrôle des infractions relatives à l'excès de vitesse, à l'usage du téléphone en situation de conduite et le non-port de la ceinture de sécurité. Le ministre des Transports invite par conséquent les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence et au respect strict du code de la route pour préserver des vies. Les travaux de l'échangeur du rond-point Akwaba font l'objet de nouveaux plans de circulation. Et cela inclut notamment des déviations auxquelles les usagers ne sont pas forcément habitués. Et bien, face à la situation, l'Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains initie des séances de sensibilisation. Serge Koléa. Le grand carrefour Akwaba, dans la commune de Port-Boué, constitue un des centres névralgiques du district d'Abidjan. Avec les travaux de l'échangeur, la circulation y est régulièrement difficile avec des embouteillages et engorgements aux conséquences parfois dommageables à l'une des portes d'entrée de la Côte d'Ivoire en passant par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, un plan de circulation a été établi pour faciliter l'accès à ce axe stratégique. L'Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains, ONG dirigée par Josiane Koudou, a mené la sensibilisation avec les responsables du site. Objectif : permettre aux travailleurs de continuer leurs activités sur le chantier tout en favorisant une circulation aisée pour les usagers de la route. Avec les automobilistes, là, nous avons mobilisé une équipe de 5 rollers qui vont non seulement distribuer les dépliants qui expliquent en long et en large comment se déplacer sur ce carrefour et nous allons aussi les sensibiliser parce qu'on appelle une sensibilisation itinérante. L'initiative vise aussi à réduire les risques d'accidents. Nous invitons vraiment les usagers à respecter les panneaux. Parce qu'on a vraiment intensifié au niveau des panneaux. Mais comme c'est une nouvelle circulation, les gens ne sont pas vraiment habitués, donc il faut les sensibiliser. La CAN, c'est vraiment un événement important. Il faut vraiment laisser une bonne image. Cette campagne est la 6e du genre organisée par l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains en vue d'exhorter les ouvriers à des comportements responsables.
Voilà, sujet réalisé par Serge Koléa et Sephora Zegui. L'UNACOPEPSI renforce son plateau technique. C'est un don de l'ONG Paradis et Santé. Il s'agit donc de dons composés de plusieurs lits médicalisés, de fauteuils électriques et manuels, ainsi que des médicaments. On en sait plus avec nos reporters Frédéric Koulaï. Remise symbolique de matériel médical à l'UNACOPEPSI. Il s'agit de 16 lits médicalisés, de chaises roulantes électriques et manuelles, de béquilles, de réfrigérateurs médicalisés et de médicaments. Ces dons sont le fruit du partenariat conclu entre l'ONG Paradis Santé et l'UNACOPEPSI. Notre objectif, c'est d'assainir notre environnement. Et lorsqu'on assainit l'environnement, c'est pour les humains. Donc il faut une collaboration entre assainir son milieu d'environnement et comment faire profiter également les êtres humains que nous sommes. Les matériaux médicaux dont nous donnons aujourd'hui contribuent à l'assainissement de ce milieu afin que l'être humain que nous sommes puisse vraiment avoir une bonne santé. Des montants de 25 millions de francs CFA, ces dons viennent renforcer la capacité d'accueil et de prise en charge des patients et de l'établissement hospitalier de l'Union. Cette remise-là, justement, comme je le disais, c'est pour renforcer le dispositif et permettre aussi, dans un second temps, à toute la population ivoirienne de pouvoir bénéficier d'une partie de ces dons qui seront donc offerts à des centres hospitaliers dans les zones où nous intervenons. L'homme, il est au cœur de tout ce dispositif et pour nous, le capital humain est le plus important dans notre dispositif. C'est pour ça que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir prendre soin de ce capital-là en mettant un dispositif éprouvé, amélioré, de sorte à ce que les salariés et leurs familles puissent être dans des conditions adéquates de santé pour pouvoir être productifs. L'aboutissement de cette remise offre l'opportunité à la direction de cet instrument de crédit d'œuvrer à la valorisation du capital santé et humain. En perspective, l'établissement financier envisage la mise en place d'une fondation. Et le reportage de Frédéric Koulaï était commenté pour vous par Didier Nguessan. C'est une date que vous savez certainement. Chaque 24 janvier, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Et ici, en Côte d'Ivoire, la 5e édition a eu lieu dans la ville d'Assini. L'événement a porté sur le thème « La contribution des sports dans la promotion de la culture africaine et afro-descendante ». Et c'est une initiative du journaliste Alafé Wakili. Carmel Dia pour le reportage. Assini, station balnéaire située dans le département d'Adiaké. C'est ici que les amoureux de la culture africaine se sont retrouvés pour ensemble commémorer la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Nous avons choisi Assini parce qu'Assini est une cité importante et nous voulons aussi honorer le Sud Comoé pour la 2e fois. Il y a eu plusieurs communautés, les danses de Beaunois, les danses d'ici même, les jeunes d'ici, les communautés étrangères d'ici, quelques-unes qui sont venues avec la parade, la procession, un mélange de culture traditionnelle et de culture moderne. La cérémonie a mobilisé plusieurs acteurs du monde de la culture en Côte d'Ivoire, la diaspora, ainsi que les garants de la tradition ivoirienne. Il était question de voir comment les cultures africaines pouvaient être mieux mises en valeur à travers différents types de sports. C'est un dolo que je n'ai vu nulle part ailleurs qu'en Afrique. Autant on pourrait bien voir la dextérité de ces femmes-là à se repousser dans l'arène et réjaillir, vous voyez. Au menu de cette journée, danse traditionnelle et parade des communautés vivant à Assini. Un peuple sans culture est appelé à disparaître. Il est donc bon et juste de célébrer la culture africaine. Ce que je voudrais demander aux organisateurs, c'est de mettre en avant la beauté de l'Afrique. Le JMCA est à sa 5e édition et le thème retenu cette année a été choisi afin de s'accommoder avec l'événement sportif qui se déroule ici en Côte d'Ivoire, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On réclame la paix au Proche-Orient. La plus haute juridiction de l'ONU demande à Israël de
de faire son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza et à laisser entrer l'aide humanitaire. Je rappelle, l'Afrique du Sud avait saisi le mois dernier en urgence la Cour internationale de justice alléguant qu'Israël violait la Convention des Nations Unies sur le génocide. Mais si ces ordonnances sont juridiquement contraignantes, la Cour n'a aucun moyen pour les faire appliquer. Selon un dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé du Hamas, plus de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Voilà, et je reviens sur ce communiqué du ministère des Transports. Dans le cadre des mesures urgentes visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 et conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 d'étendre la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes, le ministre des Transports informe les populations que la vidéo-verbalisation est active depuis le 10 janvier 2024 sur l'autoroute du Nord à travers la mise en service effective du contrôle des infractions relatives à l'excès de vitesse, à l'usage du téléphone en situation de conduite et le non-port de la ceinture de sécurité. Le ministre des Transports invite par conséquent les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence et au respect strict du code de la route pour préserver les vies. Et je rappelle qu'après les matchs des phases de poule, le jeu reprend demain samedi avec 2 rencontres Cameroun, Nigeria, Namibie, Angola. Et le lendemain, dimanche 28 janvier, on aura le choc des 2 Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry. Et l'on aura aussi la rencontre Égypte, RD Congo. La Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontera le lundi 29 janvier le Sénégal. On va prier, on va croiser les doigts pour la victoire des éléphants. Voilà, on va terminer ce journal en musique avec la Fondation. Ici, on chante la canne de l'hospitalité. Demain, le journal aura lieu à 22h et ce sera avec Kolo Koulibaly. Passez une très belle soirée. Au pays de Nonobwani, nous sommes heureux de vous accueillir. On a qu'une seule envie de vous partager notre joie de vivre dans tous les coins, dans toutes les villes.